Allez, on y va. On est parti pour le point actu hardware de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi 20 janvier 2022. On va parler de plein de choses. Aujourd'hui, on va commencer avec les traditionnels bons plans, le jeu offert sur l'Epic Game Store. Petit jeu puzzle game sympa. On regardera ensuite le top 10 des ventes Steam de la semaine passée. Et un titre en première place assez attendu. On parlera ensuite de Microsoft qui va acquérir normalement Activision Blizzard pour un peu moins de 70 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 70 milliards. Incroyable. On va décrypter un petit peu ce move qui va se faire petit à petit. Et il va y avoir pas mal de choses à dire sur Microsoft qui fait peur à ses adversaires. Il fait peur à la concurrence. Yo 5. On parlera ensuite rapidement quelques petits boîtiers, une petite sélec faite par je sais plus qui. Petite sélec de boîtiers PC, pas mal, hein. On peut pas faire une sélection exhaustive parce qu'il y en a énormément de références de boîtiers, mais les choix faits par ce site me conviennent plutôt. Ensuite, petit point solde avec quelques modèles de PC portable gamer soldés à des prix intéressants. Alors, comme d'hab, pour les soldes, ce ne sera pas du matériel toute dernière génération. Le matériel toute dernière génération est rarement soldé. Donc c'est un peu plus ancien, mais il y a quand même des configs robustes. Il y a un peu pour tous les budgets. On reste quand même sur du PC portable gamer, donc ce ne sera pas ultra accessible non plus en termes de prix, parce qu'il faut une carte graphique dédiée qui coûte forcément un peu plus cher que des parties graphiques intégrées sur des processeurs. On en arrivera aux mauvaises nouvelles, des hausses de prix sur beaucoup de composants. Pourquoi? Parce que TSMC augmente ses prix et beaucoup de gens utilisent TSMC comme fondeur pour fabriquer leurs puces. Donc beaucoup de marques, de matériel va être impacté et c'est sur 100%, hein, ça va faire mal. Ça va faire mal et on n'avait pas vraiment besoin de ça. Notamment sur les cartes graphiques, on n'avait pas vraiment besoin de ça. On parlera rapidement processeur. Petit processeur AMD présenté au CES. On a quelques news pas très bonnes. Pas très bonnes sur ce processeur qui nous a été présenté un peu pour patienter. Ensuite, on parlera des processeurs Intel où là c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, hein. Franchement, la 12e génération elle cartonne et on la recommande franchement, alors que la 11e était décevante. Là, ça va bien. Ça va bien pour Intel sur la partie processeur. Et on finira avec les cartes graphiques. Pas énormément de choses à dire sur les cartes graphiques. On regardera bien sûr les prix et les stocks. On pleurera des larmes de sang comme d'hab. On parlera bien sûr de la nouvelle carte AMD sortie, la 6500 XT, qui est très décevante. En vrai, c'est difficile. C'est difficile, on va en parler rapidement, mais difficile de recommander ce genre de carte, même si elle est toute nouvelle et fraîchement sortie. C'est vraiment très décevant. Et en plus, elle est chère et pas disponible. Donc, beaucoup de points négatifs quand même. Et on finira avec Nvidia. Pas de grosses infos Nvidia cette semaine. Pas mal de rumeurs. Pas mal de mauvaises nouvelles aussi. Pas mal de questions. Mais très peu d'infos vraiment pertinentes et surtout fiables sur Nvidia cette semaine. Du coup, on commence tout de suite avec le moins cher de cette semaine parce que c'est gratuit. Comme d'hab, le petit jeu offert sur l'Epic Game Store. Cette semaine, c'est Relicta. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où vient ce jeu. Petit jeu type puzzle game narratif. Ça a l'air très joli, en vrai. Ils n'ont pas choisi le screenshot le plus beau, hein. Je suis allé récupérer sur l'Epic Game Store et je suis allé voir un peu à quoi ressemblait le jeu. Ça a l'air très beau. Bon, par contre, c'est pas de l'action, hein. Si vous recherchez de l'action, peut-être pas pour vous, mais petit jeu où il faut activer vos neurones, où vous pouvez prendre le temps d'admirer le paysage. Par contre, ça a l'air plutôt sympa. Pas sûr que je le fasse en live,
mais ça a l'air d'être quand même un vrai régal pour les yeux. En tout cas, de ce que j'ai vu, mais je n'ai pas joué au jeu. Comme d'hab, c'est gratos, pourquoi s'en priver? Il suffit de l'ajouter à votre bibliothèque et vous verrez plus tard si vous avez envie d'y jouer. Comme d'habitude, vous avez une semaine à partir d'aujourd'hui pour le récupérer et dans une semaine, ce sera un nouveau jeu qui sera offert. Donc pensez-y, ça fait toujours un petit moyen sympathique de remplir sa bibliothèque pour pas grand-chose vu que c'est gratuit. Et dans un petit temps où vous n'avez pas trop de jeux, et bah, vous pouvez vous tourner vers ces jeux qui vous ont été offerts. En vrai, l'Epic Game Store en général, ils nous régalent bien quand même en jeu. Tous les jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde forcément, mais à force de récupérer les jeux gratuits, on finit quand même par trouver des bons titres qui nous font passer des bons moments de jeux vidéo. Et ça, c'est important. Deuxième news jeux vidéo, c'est le top 10 des ventes Steam. Comme chaque semaine, on regarde un peu ce qui s'est le mieux vendu sur Steam. Comme à chaque fois, c'est important de préciser que c'est en termes de revenus et pas de nombre d'éditions vendues. Ça change des choses, hein, parce que vous avez des jeux qui valent 10 euros, vous en avez d'autres qui en valent 70. Donc voilà, c'est pas pareil. Il y en a un, il doit se vendre 7 fois pour faire le même montant de revenus que l'autre qui s'est vendu une seule fois. Une bonne carte graphique quand tu accumules ce genre de jeu? Non, pas besoin, pas besoin. En général, les jeux offerts sur l'Epic Game Store sont pas des jeux trop gourmands. En tout cas, ils ne demandent pas forcément du matériel dernière génération. Il faut quand même avoir une carte graphique. Effectivement, en général, pour jouer à des jeux dans les bonnes conditions, il faut avoir une carte graphique dédiée, pas trop vieille, et ça reste une règle d'or en termes de jeux vidéo sur PC. Du coup, pas très étonnant, God of War qui arrive, et bim, il se hisse instantanément à la première place du top 10, donc c'est lui qui a fait le plus de sous sur la semaine passée, bien joué à lui. En même temps, le jeu est juste génial apparemment. Apparemment, la version PC est comme ce qu'on attendait, hein, c'est-à-dire le même jeu, mais avec la possibilité de pousser un peu les graphismes, le framerate et tout ça. Donc aussi, pourquoi pas ajouter des mods, hein. J'ai vu, j'ai vu des trucs un peu what the fuck, des gens qui ont décidé d'ajouter des mods pour changer notamment les personnages principaux, hein. Donc voilà, hein, si vous voulez jouer quelqu'un d'autre que Kratos ou avoir quelqu'un d'autre qu'Atreus qui vous suit. Visiblement, c'est possible avec des mods. Attention, hein, les mods, ça reste. Faut être sûr de ce qu'on télécharge, hein, toujours, vaut mieux. Mais mes grands jeux hein, que je vous recommande, moi perso, je l'ai détruit sur PlayStation. Je vais pas y rejouer sur PC du coup, mais j'y ai passé. Je l'ai platiné sur PlayStation, donc vraiment très bonne expérience. Je vous le recommande. Pour la suite du podium, on a Monster Hunter Rise 2 fois. Voilà, parce qu'il y a sûrement deux versions, une version standard, une version premium, hein, comme souvent les jeux. Et bah là, ça trust quand même la deuxième et troisième place du podium, hein, donc plutôt fort. Un peu étonné, je sais pas trop ce qui explique euh, cet avènement de Monster Hunter Rise en cette semaine de janvier, mais voilà. Et puis sinon, pas grand chose de très nouveau à part Elden Ring. Voilà, Elden Ring. Je sais pas ce qu'on en pense de votre côté, mais en tout cas, ça apparaît dans le classement. Sinon, les autres, c'est des noms de jeux qu'on retrouve régulièrement dans ce top. Notamment le kit de VR, hein, parce que ça coûte une blinde, en fait. Donc voilà, c'est plus facile quand on coûte très cher d'apparaître dans le classement des plus hauts revenus. Voilà. Mais sinon, God of War, vraiment, je vous le recommande. J'ai dû le dire 5 fois, mais vraiment, c'est une vraie info. On continue avec une news qui a fait beaucoup de bruit. C'est tombé un peu comme ça. Personne s'y attendait. Et d'un coup, on a vu un communiqué apparaître disant que Microsoft allait acquérir Activision Blizzard. Et là c'est le drame. C'est pas le drame, mais
ça, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, c'est une info qui est arrivée vraiment comme ça. Zéro, zéro leak, zéro rumeur, ce qui est quand même un peu la norme aujourd'hui, hein. C'est très très rare d'avoir ce genre d'annonce sans qu'il y ait eu aucune fuite et aucune rumeur avant. Vraiment, personne s'attendait à ce que Microsoft aille acquérir un aussi grand groupe. On les voyait plus aller, je sais pas, racheter un Ubisoft ou ce genre de studio qui coûte moins cher, hein, c'est aussi ça. Euh, mais bon, visiblement, ils avaient d'autres idées en tête et ce fut Activision Blizzard. Bien sûr, Activision Blizzard, c'est énormément de jeux, énormément de licences. On en a, on a quelques jeux ici, on a COD, on a Warcraft, on a Candy Crush parce que c'est Activision Blizzard King aussi pour les jeux mobiles. Et ça, je peux vous dire que King, ça fait des sous. Candy Crush, ça fait des sous. On a aussi Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot. Très marrant quand même parce que Crash Bandicoot c'est quand même une mascotte plutôt Sony, plutôt PlayStation, hein, qui du coup maintenant appartient à Microsoft. Donc les petits moves sympas. Aussi StarCraft et d'autres bien sûr, hein. C'est vraiment énormément de titres. Parce qu'on a un petit visuel sympathique, on a un petit visuel sympathique. Donc voilà, Activision, Blizzard et King. King Studio de jeux mobiles qui fait notamment Candy Crush. Et croyez-moi, Candy Crush ça rapporte de l'argent. On ne croirait pas comme ça, mais ça rapporte de l'argent. Donc là, suite à cette annonce, déjà tout le monde un peu en PLS. Les, les fanboys Microsoft, ils étaient au 7e ciel, hein, forcément. Pour eux, c'est quand même une des meilleures nouvelles possibles. Ceux qui sont fans plus de licence Activision Blizzard, eux, ils savent pas trop encore sur quel pied danser, mais on peut dire que Activision Blizzard se portait pas très bien ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de scandales. Voilà, je préfère ne pas revenir là-dessus parce que j'ai pas tout suivi là-dessus et ça a l'air d'être quand même des sales histoires. Donc il y avait des scandales et je crois qu'il y a toujours encore un peu des scandales dans la direction d'Activision Blizzard, sans vouloir pointer du doigt, mais visiblement le boss a sa part de responsabilité. Et du coup, bah, c'est un gros move. C'est un gros move. Ils vont payer normalement 68,7 milliards de dollars, qui représente en fait le rachat de toutes les actions à 95 dollars unité. Tout ça en cash. C'est full cash. C'est vraiment. Ils arrivent et c'est où qu'on met les palettes de billets, quoi. Donc ça montre que la trésorerie est présente chez Microsoft, même si on se posait pas trop la question, hein. On sait que ça fait partie des boîtes qui ont des grosses trésoreries, comme par exemple ça peut être le cas chez Apple, qui je crois a une des plus grosses trésoreries du monde, hein. Ils ont genre 100 milliards qui dorment à la banque, un truc comme ça. C'est complètement débile, mais c'est le cas. Microsoft, lui, utilise son argent, rachète des trucs. Ça suit quand même vachement ce que le plan de base de Microsoft s'agrandit en termes de capacité de production de jeux vidéo, donc acquérir d'autres studios pour ensuite remplir toujours plus son Game Pass, son catalogue euh, disponible par abonnement, qui est quand même le nerf de la guerre de Microsoft aujourd'hui. Aujourd'hui, Microsoft, sur la partie jeux vidéo, donc plutôt la partie Xbox, même si c'est... faut faire attention parce que même si on parle de la partie Xbox de Microsoft, on s'adresse aussi au PC. C'est un peu compliqué. Mais dans la partie jeux vidéo, eux aujourd'hui leur but, c'est pas de vendre des consoles. S'ils vendent des Xbox, c'est cool. S'ils en vendent pas, c'est pas grave. Ce qui est important, ce qui est le plus important, c'est de continuer à avoir de nouveaux abonnés Game Pass et de faire grossir son nombre d'abonnés jusqu'à atteindre ce qui serait bien pour eux dans un premier temps, c'est aller titiller le nombre d'abonnés qu'a Sony avec son PS Plus, qui n'est pas du tout l'équivalent, mais c'est le but de Microsoft pour dire, vous voyez, on rivalise très bien.
Donc ça, pour eux, ça régale. Vous voyez, tous ces studios, toutes ces licences vont être bien sûr ajoutées au Game Pass, plus ou moins rapidement, forcément. Pour certains titres, on se pose encore des questions, notamment WoW, où on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire. WoW qui est encore un jeu à abonnement aujourd'hui. Donc est-ce qu'il va être disponible dans le Game Pass gratuitement, c'est-à-dire à partir du moment où vous prenez votre abonnement Game Pass, vous avez aussi accès à WoW sans surcoût, on ne sait pas. Est-ce qu'il va garder son indépendance et être toujours un jeu sur abonnement distinct? Tout ça, on ne sait pas. Mais vous imaginez bien que les codes, les Diablo, Overwatch, tout ça, même Warcraft, Starcraft, pour le Game Pass PC, ça va arriver. Ça va arriver à plus ou moins long terme. Après, on peut se poser les questions sur les exclusivités. Par exemple, Code qui a longtemps travaillé main dans la main avec Sony, qui avait une exclusivité temporaire en général sur les consoles de Sony. Est-ce que ça va se maintenir? Est-ce que Microsoft va faire le move de dire c'est à nous maintenant, donc ce sera plus sur les PlayStation? En vrai, il y a peu de chance. Et depuis, ils ont communiqué pour dire que c'était pas leur objectif. Mais c'est des questions qui peuvent se poser à plus ou moins long terme. À court terme, il y a peu de chance parce que ça ferait quand même ça donnerait une mauvaise image de Microsoft et c'est pas ce qu'ils cherchent. Mais à long terme, on peut voir arriver dans le futur des codes qui pourraient être exclusifs Microsoft, donc Xbox et PC et pas PlayStation. Il y a peu de chance. Honnêtement, il y a peu de chance. Mais c'est quelque chose qui peut. Ça nous a traversé la tête, bien sûr. Et le dernier truc, c'est bah, Sony. Hein. Sony, full PLS, bien sûr, en apprenant ça. Parce que bah, eux, c'est vraiment la concurrence directe. On les compare souvent, Sony, Microsoft, surtout sur le marché des jeux vidéo. Parce que c'est les deux constructeurs de consoles euh, de salon. On, on met à part Nintendo parce ils sont un peu dans leur monde, Nintendo, et ils font pas vraiment de concurrence directe avec Sony et Microsoft sur les consoles. On se pose rarement la question, est-ce que je veux une PS5 ou une Xbox ou une Switch? C'est pas les mêmes utilisations. Mais du coup, ouais, les joueurs Sony, forcément, forcément, eux, pas sereins. Pas sereins parce que va-t-il devenir de Sony? Que va-t-il devenir des licences actuellement disponibles sur PlayStation rachetées par Microsoft? On ne sait pas trop. En tout cas, ça parle beaucoup. Ça parle vraiment beaucoup. Donc dans la suite, du coup, on a les montants, 95 $ par action, donc un montant total estimé à 68,7 milliards de dollars, ce qui est quand même la transaction la plus chère du milieu du jeu vidéo. Faut quand même noter ça. Hein, on est sur un move historique, clairement. Ça fait beaucoup d'argent et c'est difficile de se rendre compte. C'est toujours très difficile de se rendre compte quand on arrive dans les milliards, de vraiment se rendre compte de la quantité, mais c'est astronomique hein, en termes d'argent. Vraiment, on ne se rend pas compte, mais c'est astronomique. Bien sûr, on a eu des communiqués, petits communiqués vraiment qui ne sert à rien. Je l'ai lu en entier et vraiment ne le lisez pas. C'est du blabla infini pour dire oui, on est content, on va ajouter des trucs au Game Pass, on va léser personne, on aime le jeu vidéo, on aime les joueurs. C'était vraiment ça le communiqué. Donc voilà, on s'en fiche un peu. Et visiblement, visiblement ça, en tout cas, du côté de Microsoft et d'Activision Blizzard, les deux sont d'accord. Hein, c'est pas un rachat contre la volonté. Hein, ils sont tombés d'accord. Et il y a peu de chances que ça se fasse pas. Peu de chances que ça se fasse pas. En tout cas, c'est ni Microsoft ni Activision Blizzard à l'heure actuelle qui vont annuler euh, cette histoire. Candy Crush sur Xbox est peut-être, en vrai peut-être, euh, on n'est pas prêt, mais Candy Crush sur Xbox, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Pas sûr que ça soit le move le plus rentable, mais je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de joueurs, mais on sait jamais. Bien sûr, suite à ça, bon, il y a des gens qui s'offusquent, le monopole, tout ça.
Est-ce que ça rend pas Microsoft trop puissant? La question peut se poser, hein, clairement. Est-ce que ça a des chances d'être interdit par les autorités de- Peut-être, peut-être. Les autorités de régulation. Euh, En vrai, je ne suis pas les autorités de régulation, donc je peux pas vous certifier quoi que ce soit. Mais sachez que Microsoft a beaucoup d'avocats qui sont très bien payés et très performants, j'imagine. Donc, ils ont dû quand même tâter un peu le terrain et voilà, avant de faire ce genre d'annonce, on s'assure quand même que y a moyen, déjà. Ensuite, deuxième point, et ça c'est assez important, et parfois les gens oublient un peu, mais là on parle de boîtes américaines. Microsoft, boîte américaine. Activision Blizzard, boîte américaine. Et du coup, les plus à même de venir un peu bloquer cette histoire, bah, c'est les autorités de régulation américaines. Et on sait que parfois les États-Unis peuvent être un peu protecteurs envers leur économie et leurs entreprises. Donc honnêtement, moi j'ai du mal à voir un monde où les autorités bloquent cette acquisition. Parce que pour Microsoft c'est vraiment énorme, ça va vraiment apporter beaucoup. Et en plus ils peuvent jouer sur le fait que eh ben, ils sont pas les premiers, ils sont pas les plus gros. Donc est-ce que monopole tant que ça si on n'est pas les plus gros? Peut-être pas. Parce que même si ça peut paraître étonnant, devant eux il y a Sony en termes de revenus qui a des revenus supérieurs dans les divisions jeux vidéo à Microsoft. Et encore au-dessus, t'as le boss du game, eux ils sont là pour encaisser l'échec. T'as Tencent qui voilà, eux ils ont des billes dans tout. Si vous jouez à n'importe quel jeu, il y a moyen que Tencent ait une part des, euh, des actions du studio. Donc, donc il y aura toujours Tencent au-dessus. Là-dessus, il n'y a aucun problème, il y aura toujours Tencent au-dessus. Et Tencent, pas trop de problèmes d'autorité, de régulation, tout ça, c'est chinois, du coup, ça s'arrange. En Chine, en Chine, parfois on peut s'arranger. Pas tout le monde, mais parfois on peut s'arranger. Donc honnêtement, moi je pense vraiment qu'il y a peu de chances que ça soit bloqué, mais c'est jamais impossible, bien sûr. Et, euh, et de toute façon, ça va prendre du temps, hein. On estime que la transaction sera finalisée mi-2023, un truc comme ça, donc ça va prendre du temps. Par contre, on n'a pas trop d'informations sur le planning d'ici là. Est-ce qu'on va quand même avoir le début des premiers jeux qui vont rentrer dans le Game Pass avant la finalisation de l'acquisition? Ça, on ne sait pas trop. Normalement, oui, mais on n'a pas d'informations officielles qui le confirment. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. On repasse vite fait à Sony. Bon, Sony, il y a eu, ça a été très marrant suite à l'annonce. Bon, vous imaginez bien que du coup, aussi bien l'action Microsoft que l'action Activision Blizzard a grimpé. Mais pas que. Beaucoup d'autres studios moins importants ont aussi vu leur action grimper parce que potentiellement pressentis comme le futur rachat. Euh, Par exemple, Ubisoft hein, a eu son action qui a grimpé de 10 à 15%, un truc comme ça. Puis ça s'est restabilisé un petit peu, mais par contre, eux, Sony, bah pas de chance, hein. Eux, c'est l'inverse. Voilà, une baisse de quasiment 15% suite à l'annonce. Depuis c'est un peu mieux. Euh, de plus, il y a Microsoft qui a vraiment communiqué en disant aux joueurs des plateformes de Sony qu'ils allaient pas retirer les jeux Activision Blizzard des PlayStation. Donc voilà, ça a rassuré les gens. Mais il y a toujours cette histoire de Game Pass qui va du coup être enrichi d'un nombre vraiment important de grosses licences, de gros jeux, et aussi potentiellement qui va bénéficier des sorties Day One de, encore une fois, certains gros jeux, du genre un petit code qui est acheté, qui est souvent le best-seller des ventes sur console,
et bah potentiellement le prochain code il sera Day One sur le Game Pass sans surcoût, ce qui est quand même un gros argument de vente, clairement. Donc Sony, ils sont quand même un peu en PLS et ils savent pas trop. Ils se posent beaucoup de questions. Ils se posent beaucoup de questions, ils savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Et je pense qu'ils sont un peu en train de préparer de multiples plans pour essayer de s'en sortir. En tout cas, moi, à leur place, c'est ce que je ferais. Et voilà, on finit. J'avoue que j'ai pas fait dans le bon sens, mais on finit par Microsoft qui dit ne vous en faites pas. Alors voilà, je voudrais simplement dire aux joueurs qui jouent aux jeux d'Activision Blizzard sur la plateforme de Sony que nous n'avons pas l'intention de retirer les communautés de cette plateforme et nous y sommes restés attachés. Donc on calme les choses, on va pas tout bloquer. En même temps, c'était pas le genre. Sony aurait pu le faire. Honnêtement, Sony, c'est leur move hein, de bloquer les trucs, exclusivité et tout machin. Microsoft, eux, c'est pas leur move. Leur move, c'est de toucher un maximum de gens sur un maximum de plateformes possibles, toujours en ayant ce petit truc de. Ils vont pas bloquer les codes sur les prochains codes sur PlayStation 5, mais il y a vraiment moyen que dans leur pub, il y a un petit Day One on Xbox Game Pass à l'infini, quoi. Et ça c'est un gros argument parce que voilà, un jeu plein pot aujourd'hui sur console next-gen, qui est du coup actual-gen maintenant, il va falloir qu'on s'y habitue, et bah ça vaut une blinde. Un Game Pass, ça vaut moins cher, faut payer tous les mois, mais ça vaut largement moins cher, et s'il y a un mois où vous jouez pas, vous n'êtes pas obligé de payer. Voilà. Donc c'est très intéressant. Ça a fait énormément parler, ça va pas, c'est pas fini, hein. C'est pas fini de faire parler clairement. On attend les prochaines informations officielles. Ce qu'on attend surtout, c'est un planning qui nous dit s'il y a des choses qui vont se passer avant mi-2023, avant l'acquisition, avant la fin de l'acquisition. Surtout ça qu'on veut. Normalement, on attend des moves avant mi-2023. Et bon, il n'y a que Microsoft qui peut nous en parler. Et dernier point, visiblement jusqu'à mi-2023, le boss d'Activision Blizzard, qui est du coup mis en cause dans pas mal d'histoires, va rester en place. Et c'est le seul truc qui continue un peu de faire polémique. Visiblement, c'est aussi lui qui a négocié le deal. Hein, donc voilà. Mais lui, visiblement, il a fait son move aussi. Hein. Cette personne qui a pas l'air très humaine a fait son move aussi. Il s'en sort, il reste à la direction jusqu'au changement et ensuite il s'en sort avec un gros parachute doré. Donc voilà, c'est un peu le seul point noir de cette histoire. On va conclure très simplement. Microsoft, ils ont fait un move énorme, un super achat. Ça leur coûte cher, mais ils ont les moyens. C'est aussi ça le truc, ils ont les moyens. Et en plus, en fait, ils payent pas si cher que ça, Blizzard. Parce que quand on rachète une boîte, on la rachète normalement plus cher que sa valorisation à un instant T. Petite prime, hein, parce que sinon, pourquoi ils voudraient se faire racheter? Et là, bon, ils la rachètent plus cher que la valorisation à l'instant où ça a été annoncé. Mais pas aussi cher que ce que ça aurait dû être parce que justement scandale chez Activision Blizzard, perte de vitesse et beaucoup de mauvaise com ces derniers temps, ce qui fait que ça reste même financièrement un move très intéressant pour Microsoft. Donc vraiment j'ai hâte de voir de voir la suite, j'ai hâte de voir si ce qui va en être de World of Warcraft, pardon. J'ai hâte de voir ce qu'ils font aussi de Warcraft et de Starcraft. C'est important. Et après, bah, bien sûr, les codes, ça va être... honnêtement, moi, je pense que ça va être comme avant, plus Day One sur Xbox Game Pass. On va avoir l'ajout de tous les anciens codes sur le Game Pass, tout ça. Enfin, le Game Pass plus fort que jamais. Hein. En vrai, on n'a quasiment plus
plus aucun moyen de dire le Game Pass nous intéresse pas, quoi. Ça devient compliqué. Faut juste ne pas aimer le jeu vidéo pour dire qu'aucun jeu sur le Game Pass nous intéresse, quoi. Donc on attend la suite, mais ça n'a pas fini de faire couler de l'encre. Et ça reste un move incroyable, hein. L'histoire s'écrit sous nos yeux, vraiment. Je pense qu'on se rend pas encore vraiment compte, mais le move est astronomique. Vraiment astronomique. Bon, c'est bien, j'ai pas passé trop de temps sur Microsoft, mais il y avait beaucoup de choses à dire, donc il fallait les dire. On va passer un peu plus dans le hardware maintenant, parce qu'on adore manger des cartes graphiques quand même, donc il nous faut notre dose. On commence avec des boîtiers PC, petite select de boîtiers en 2022. Alors c'est pas forcément des boîtiers récents, j'avoue, mais c'est des bons boîtiers, donc on apprécie. On commence avec un boîtier Fractal, très bonne marque, la marque de mon boîtier d'ailleurs, boîtier qui est un peu comme celui-là en plus gros. On a ici du coup le Design Define 7 Compact, donc voilà, il est pas trop gros celui-là, moi il fait plus, le mien il fait plus réfrigérateur, plus frigo, euh, mais bien sympa. Fractal, c'est de la qualité, de la sobriété et de l'efficacité. Vous voyez ici, pas de vitres, pas de RGB, machin, c'est du noir, c'est du sobre. Par contre, il sera plutôt très silencieux, surtout qu'il n'y a pas de vitre. Moi, par exemple, je choisis une vitre, donc un peu moins silencieux. Et très complet, vous aurez quand même pas mal de place, même si on est sur un truc un peu compact. Euh, Ça, c'est important. Un, même très important et souvent sous-estimé, savoir le nombre de ventilateurs fournis dans un boîtier. Et ça, souvent, ça fait la diff et on se rend pas trop compte. Mais racheter des ventilateurs et des ventilateurs de qualité, ça peut coûter un peu cher. Donc, vous voyez ici, vous avez un ventilateur 240 plus un ventilateur 220. Voilà, il faudra quand même penser à en rajouter au moins un, c'est mieux. Un autre petit 140 en façade, par exemple. Ça peut mettre très bien. Mais sinon, très complet, très efficace. On est sur un tarif quand même un peu onéreux, hein. On est sur l'entrée du haut de gamme en termes de boîtier PC. Et du coup, un tarif de 140 euros, c'est voilà, c'est le prix. C'est sobre, c'est simple. Ça fait vraiment le taf en termes de réduction de bruit, vraiment. Un peu à l'image des boîtiers Be Quiet qui sont aussi très axés là-dessus. Si vous voulez voir une vitre, du RGB, tout ça, c'est peut-être pas la marque vers laquelle vous devez vous tourner, mais si vous aimez un truc sobre, efficace et très qualitatif, ça peut être vraiment pour vous les boîtiers fractales. C'est voilà, ce silence. Vraiment. Et sinon, c'est très quali, très très quali. Voilà, pour le RGB, on peut plus partir là-dessus si vous avez un peu de budget. Lianli, Lianli c'est une marque pas très connue du grand public, mais c'est pareil, hein, très très quali. Le seul petit point noir de Lianli, de mon point de vue, c'est le prix. Très cher Lianli. Mais sinon, c'est top qualité. Ici, vous avez un boîtier voilà, qui est vitré, hein. Façade plus le côté. Vous avez un compartiment spécifique pour mettre l'alimentation, un peu comme sur un des boîtiers Corsair qui fait ça aussi, les 680 je crois, un truc comme ça, j'ai plus les références en tête. Mais c'est bien sympa si vous voulez mettre plein de ventilateurs, plein de RGB et tout, c'est fait pour. C'est aussi fait pour à la base, c'est pensé pour les installations water cooling custom, donc on a des grands espaces pour mettre des gros radiateurs, parfois jusqu'à 420 mm en termes de radiateurs, donc de monstres de radiateurs. Et voilà, vous aurez la place pour mettre tout et n'importe quoi. Vraiment, il n'y a pas de souci de compatibilité dans ce genre de boîtier. Et en plus, bah, il est plutôt joli, design plutôt soigné. Encore une fois, matériaux nobles et robustes. Juste, voilà, 160 euros. Et contrairement au boîtier fractal juste avant, celui-là, vous n'avez pas de ventilateur d'inclus. Donc, tout est à rajouter en termes de refroidissement. C'est aussi pour ça qu'à la base, c'est plus pour
des petites installations de water cooling custom et tout, du coup, pas de ventilateur inclus. Si vous avez plutôt un budget serré, vous pouvez aussi avoir du matériel de qualité. Et oui, avec par exemple le NZXT H510. C'est le boîtier intermédiaire de chez NZXT. Voilà, vous avez beaucoup moins de place, on va pas se mentir, vous avez beaucoup moins de place, comme vous voyez ici. Vous pourrez mettre moins de choses dedans, vous avez moins de compatibilité, notamment en termes de refroidissement. Mais par contre, vous gardez la qualité, les matériaux nobles, vous avez un format qui est plus compact, et surtout, bah, vous avez un prix qui est beaucoup plus compact. Ça fait la diff aussi, hein. On se retrouve à 85 € ici. Voilà. Contrairement aux deux autres qui étaient 140 et 160, là on est bien moins cher. La contrepartie, c'est ce que vous pouvez mettre dedans, la place surtout. Et voilà, en termes de place pour votre carte graphique par exemple, pour du water cooling aussi, ça peut être beaucoup plus compliqué. Ce sera quand même pour des config un peu plus standard. J'allais dire basique, mais basique n'est pas le bon mot, plus standard. Si vous avez un budget quasi illimité et que Corsair est votre marque de cœur, vous pouvez avoir celui-là, le Obsidian 500D RGB SE. Donc voilà, pareil, hein, on a du verre trempé un peu partout, 3 ventilateurs RGB en façade de fournis. Donc c'est pas à rajouter, c'est important. Pas de ventilateur arrière par contre de fourni, ça aussi c'est important à souligner. Vous avez énormément de place. Vous pouvez mettre des configs toutes jolies avec plein de RGB parce qu'il y a des fenêtres partout. Par contre, ça vaut une blinde, 255 €. Toujours plus cher, hein. Toujours plus cher, mais c'est quand même particulièrement cher pour un boîtier qui n'est pas plus innovant que ça. Mais par contre, un design quand même soigné, du verre trempé, du RGB, la qualité Corsair, la robustesse, tout ça. C'est aussi des choses qui se payent, bien sûr. Il est plutôt sympa. Il n'est pas énorme, mais c'est quand même un gros boîtier. Je dirais qu'il est quand même moins gros que le boîtier Lianli. En tout cas en termes de largeur, peut-être pas de hauteur par contre. Parce que le boîtier Lianli a un compartiment sur le côté pour l'alimentation, alors que là on met l'alimentation en bas. Forcément on doit gagner un peu en hauteur. Et si vous avez un tout petit budget et que voilà, le boîtier c'est pas ce qui vous intéresse le plus, pour vous ça reste juste une boîte où vous mettez toute votre config et faut que ça soit fonctionnel, mais tant que ça l'est, ça ne va. Petit Corsair, le Carbide spec 0.5. Voilà, là on est dans le simple efficace, format totalement standard de boîtier de boîtier PC. Ça reste un vrai boîtier PC taille ATX, hein. On n'est pas sur des mini boîtiers. Vous avez quand même la fenêtre sur le côté, un peu de RGB, je sais même pas, non c'est juste du rouge d'ailleurs, pas de RGB, juste du rouge en façade sur les ventilateurs de façade. On en a combien? Un seul. Par contre c'est le truc qui est un seul ventilateur du coup inclus dans ce boîtier, donc il faudra au moins en rajouter au minimum un à l'arrière. Le mieux c'est quand même d'en mettre deux devant et un derrière. En général c'est ce qu'on recommande pour être sûr. Et un tout petit prix. Voilà, 55 €. Vraiment, vraiment prix mini. Encore une fois, vous avez quand même la qualité Corsair. Alors c'est la qualité Corsair, mais pour la gamme plus access hein, quand même. Vous ne serez pas au même niveau de qualité que le Obsidian 500D, mais ça fera très bien l'affaire. Vous pouvez mettre votre config, tout tiendra à l'intérieur et ça vous permettra de jouer à vos jeux vidéo sans débourser des prix astronomiques pour vos boîtiers. Je vous avoue que je comprends très bien mon premier... les gens qui veulent pas mettre beaucoup d'argent dans leur boîtier, je comprends très bien. Mon premier PC, j'ai fait le même choix. C'est un choix souvent qui est fait à cause du budget, hein. En général, quand le budget n'intervient pas, on se prend quand même un boîtier un peu sympa.
Et effectivement, alors c'est un des points sur lesquels on peut faire des économies sur une config, mais il faut savoir que ça a aussi des inconvénients de prendre des boîtiers peu chers, notamment en termes de bruit, vraiment. On ne se rend pas compte, mais le bruit peut être diminué grandement avec une qualité et une bonne qualité de matériaux et un design fait pour atténuer les nuisances sonores. Je vous avoue que quand j'ai changé de boîtier pour un boîtier fractal, je suis passé d'un PC que j'entendais vraiment à un PC que je n'entends plus. Même, bon là j'ai mon casque, mais même sans casque, mon PC fait absolument aucun bruit, même en charge en fait. Donc c'est très très agréable, mais c'est des choses qui se payent. Vous ne pourrez pas avoir un boîtier parfait pour 50 euros, c'est pas possible parce que ça demande des matériaux, et les matériaux, voilà, on n'a pas le choix que de les payer. Donc, petite sélection non exhaustive parce qu'il y a 1 milliard de références de boîtiers. Mais toutes les marques ne sont pas bonnes à prendre et attention aux boîtiers trop peu chers. Attention. On continue avec une petite select de PC portable gamer en solde. Petite select je suis pas méga convaincu. Moi j'ai toujours un problème avec les PC portables. Alors je comprends, hein, ça répond à un besoin de, de portabilité. Ça je comprends très bien. Mais toujours compliqué de se dire que pour des prix aussi élevés, on a des machines qui sont bien moins performantes que des PC de bureau. Mais les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, petite sélection tout de même, uniquement PC gaming. Le moins cher, il est à peine gaming. Mais on a un petit prix. On est à 679 euros pour un PC Asus TUF de 15 pouces, équipé d'une carte graphique dédiée. Obligé, hein, sinon pas PC gamer. Moi, je suis pas d'accord pour dire PC gamer sans carte graphique dédiée à l'heure actuelle. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant, non. Là, on a une 1650, donc ça peut être un peu compliqué, mais on a un tout petit prix, 1650 sur un écran Full HD. Hein. Faut pas aller chercher plus que du Full HD avec une 1650, sinon ça va patiner. Les 144 Hz de l'écran, c'est sympa, mais ça sera pas atteignable sur tous les jeux, hein, clairement. Il va falloir faire des choix sur les graphismes si on veut atteindre les 144 images par seconde. On a un i5 10e génération qui est très correct, là-dessus aucun problème. 8 Go de RAM, c'est pas ouf 8 Go, mais voilà, 679 euros, on peut pas tout avoir. On a quand même 512 Go de SSD NVMe, c'est devenu la norme. Hein. Ils sont devenus un peu radins sur le stockage maintenant, c'est 256 ou 512 Go de SSD NVMe, et rarement plus. Donc voilà, sinon vous avez quand même la garantie Asus, petit clavier rétro-éclairé, un design un peu gaming mais pas trop. Moi j'aime bien ce genre de... Voilà, c'est un peu gaming, vous avez le clavier rétro-éclairé, vous avez les touches qui servent de flèche sur le clavier ici, qui sont avec des touches différentes. C'est sympa et c'est pas trop. C'est pas trop, moi j'aime bien, après les goûts et les couleurs, hein, vous savez. Donc 679 euros, c'est correct. En vrai, c'est correct. Si vous cherchez une vraie machine gaming, c'est pas trop. C'est pas trop ça. Mais si vous voulez un truc un peu mix, faire du gaming de temps en temps léger et voilà, de la prod, de la bureautique, ce que vous voulez, truc pro, ça peut très bien faire le double emploi. Ça reste un PC portable à 679 euros. Vous ne pourrez pas tout avoir. Et si vous avez un peu plus d'argent à mettre, vous pouvez avoir mieux. Notamment, toujours chez Asus, toujours la gamme TUF, 17 pouces maintenant. On upgrade un peu la carte graphique. On passe sur la 3050 Ti. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. On augmente aussi le prix, hein, malheureusement. On passe à 1000 euros, 999 euros. Ça va, ça reste correct. Moi, je trouve que le seul défaut de ce PC portable, de mon avis personnel, c'est la taille. Moi, je trouve que 17 pouces, c'est trop grand. Mais c'est mon avis personnel. Sinon, le reste, c'est plutôt sympa. Encore une fois, du Full HD, c'est ce qu'on veut avec une 3050 Ti. 144 Hz, là, on pourra un peu plus les atteindre comparé à la 1650.
On a toujours un i5 plutôt sympa. En plus, celui-là est de 11e génération. Donc mieux. J'ai vu ton message, Nabonx. C'est pas gentil de me dire ça. On a aussi 16 Go de RAM, et ça c'est bien mieux pour faire du jeu vidéo, hein. Il faut 16 Go de RAM pour du jeu vidéo, c'est important. Il faut pas plus, mais il faut 16. 16 vous serez bien, j'espère. Et classique, 512 Go de SSD NVMe. Maintenant, vous savez, c'est la norme. 1000 euros. Voilà, vous me donnez le même en 15 pouces, je recommande. 17 pouces, moi j'aime pas trop, mais c'est mes goûts personnels. Vous pouvez ne pas être d'accord, je vous en voudrais pas. On continue, et c'est toujours Asus, j'ai l'impression qu'il y a un petit partenariat caché entre JV et Asus, peut-être, peut-être pas. Toujours à 999 euros. Et là, on passe sur une 3060, donc encore petit upgrade, plutôt sympa. À 3060, on commence à parler. On commence à parler gaming, on commence à manger de la carte graphique. Un i5 un peu moins bien que celui d'avant, mais ça reste 11e génération, ça reste très correct pour du jeu vidéo. 16 Go de RAM, ça on aime. 512 Go de SSD NVMe classique. Écran 15,6 pouces, ça j'aime. Moi, 17 pouces, c'est trop grand. Et là, en plus, on y va vraiment parce qu'on vous cale un écran 240 Hz, donc on se moque pas de vous. Même si les 240 Hz enfin les 240 images par seconde vont être difficiles à atteindre sur pas mal de jeux à mon avis, avec un petit affinement des paramètres graphiques, ça peut s'atteindre sur, je sais pas, sur du League of Legends ou sur du Hades peut-être. Je sais pas si on peut atteindre, si on a le framerate débloqué sur Hades, mais on sait jamais. Peut-être le PC pour gagner sur Hades. 1000 euros tout de même. 6000 euros, c'est pas assez cher pour vous. Ça peut se comprendre, hein, chacun c'est son budget. On en a un 1300. Encore une fois, on va un peu upgrade. On passe chez Acer, on quitte Asus, même si on les adore. On change de marque de processeur, parce qu'on passe chez AMD avec un Ryzen 7. Et par contre, on upgrade encore de la carte graphique. On passe sur une 3070. Et là, on adore, hein. En tant que gamer, 3070, on sait qu'on pourra à peu près tout faire avec, profiter de tous les derniers jeux dans des conditions vraiment sympas. En plus là on a un écran Full HD, donc la 3070 elle va clairement pas avoir de problème à vous délivrer une expérience de jeu ultra qualitative et ultra fluide en Full HD. On a les 144 Hz et là on n'aura pas trop de problèmes pour les atteindre. Le petit défaut, il faut toujours un petit défaut, hein. Toujours, sinon il n'y a pas de PC portable parfait, ou alors il coûte trop cher. Petit défaut, c'est le stockage. On oublie les 512 Go, on a le droit qu'à 256 Go d'SSD NVMe. Par contre, on nous rajoute un vrai disque dur d'1 Tera. Alors ça dépendra des gens. Moi, je préfère avoir un gros SSD qu'avoir un disque dur en plus. Surtout aujourd'hui où acheter un disque dur externe, ça vaut pas très cher et vous n'êtes pas limité par les connectiques. Donc voilà, moi je préfère avoir un disque dur externe. Mais on est quand même sur un 15 pouces qui a la possibilité d'avoir, enfin, qui a un slot pour un disque dur classique ou si vous voulez un SSD SATA, hein, pourquoi pas, si vous voulez le changer et avoir un stockage un peu plus performant, mais c'est livré avec un disque dur. 1300 euros, Ryzen 7, RTX 3070, 15 pouces. Là par contre vous avez le vrai clavier gamer rétro éclairé avec plein de couleurs. Si c'est toujours pas assez cher pour vous, on a plus cher, il n'y a pas de problème. On a à peu près la même chose, sauf qu'on passe chez Alienware et on remplace le Ryzen 7 qui pouvait être pas assez puissant par un Ryzen 9. Voilà, toujours plus. Côté stockage, on passe sur du 512 Go de SSD NVMe. Donc voilà, petit écran 165 Hz. On rappelle, le 165 Hz, ce n'est jamais que du 144 Hz overclocké. Rien d'incroyable. Mais voilà, 1700 euros pour cette Alienware qui est là pour le coup une vraie bête de guerre. On est vraiment sur une machine avec une config très très robuste et très performante. Mais si vous en voulez toujours plus, on a plus cher.
On a plus cher, on a toujours plus cher, on peut toujours trouver plus cher. On a Lenovo qui nous présente son Legion 7. Alors on a un peu l'impression de remonter le temps sur la carte graphique parce qu'on a une RTX 2080 Super, ce qui reste une très bonne carte graphique. On a un i7 10e génération, 16 Go de RAM, SSD de 1 Tera, ah, attention c'est le seul, et sa RTX 2080 Super Max Q. C'est des très bonnes cartes, c'est des très bonnes cartes. C'est vrai que ça peut sembler un peu étrange aujourd'hui d'acheter des RTX 2000 alors que ça fait quand même quelques temps que les RTX 3000 sont sortis, mais ça fera encore très bien le travail. On est quand même à 2100 € hein, pour ce modèle, et on a le dernier, celui pour les riches. Il faut toujours un modèle pour les riches. C'est pas, pas forcément le meilleur, hein, mais c'est pour les riches. On passe chez Gigabyte avec son Aorus. Il est en 17 pouces, moi c'est ce qui me fait râler, mais sinon vous avez une 3080 dedans, donc voilà, on se moque pas de vous, 17 pouces, 300 Hz, voilà. Un i7 11e génération, c'est vrai qu'à ce prix-là, on aurait pu se dire, quand même, on aurait aimé un 12e génération, mais il n'aurait pas été soldé. 32 Go de RAM, donc vous pouvez même streamer avec aucun problème, et une 3080 qui a 16 Go de mémoire dédiée, et son petit SSD NVMe de 512 Go. Donc voilà, pour seulement 2500 €. Ce qui est pas si cher que ça, hein. Alors oui, ça peut choquer que je dise ça, mais c'est vraiment pas si cher que ça. Il y a vraiment des PC portables qui coûtent des prix vraiment astronomiques. Vous n'êtes pas prêts. Et parfois la différence, c'est que vous arrivez, vous voyez le truc, vous voyez le prix astronomique, et vous regardez la config, et vous êtes en mode, comment? Hein? Pourquoi c'est si cher? Qu'est-ce qui justifie le prix? Et parfois on ne sait pas. Là au moins vous avez des machines de guerre. C'est ça qui justifie le prix des 2500 €. Et honnêtement, c'est vrai que voilà, c'est un PC portable qui vous permettrait par exemple de streamer. Dans des meilleures conditions que moi, peut-être. Probablement. Donc voilà, petite sélect de PC en solde. J'avoue que un peu déçu par ces soldes. Je voulais vous faire une petite sélect de plus que juste les PC portables. Et bah, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant, un peu déçu. Je suis peut-être pas tombé sur les bonnes promos, hein. J'ai probablement pas fait toutes les promos, je vous le concède, mais il n'y avait pas grand chose qui ressortait non plus de ouf, hein. Parce que je vous ai déjà présenté la semaine dernière et là les PC portables, pas méga convaincu. Est-ce qu'on parlerait pas des choses qui fâchent rapidement? Faudrait que j'accélère un petit peu aussi, je crois. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas beaucoup de spectateurs et mes spectateurs, ils apprécient ce qu'ils entendent. J'espère. Donc, on va pas trop se presser, mais on va quand même un peu accélérer. On parle des choses qui fâchent. Hausse des prix, comme si on avait besoin de ça en ce moment. Allez voir les prix des cartes graphiques, on ira le voir après. D'ailleurs, pas besoin d'une hausse des prix, mais voilà, hein, c'est factuel. C'est pas de la rumeur, c'est pas. On, on imagine que ça va augmenter jusqu'à 20%, pas pour tout le monde et pas sur tous les matériels, mais sur quand même pas mal. Voilà, notamment ça. Alors, je peux vous l'avoir en français si vous voulez. Donc, par exemple, les GPU AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 6000, Nvidia, les RTX 4000 quand elles sortiront, les GPU Intel Arc, euh, les processeurs AMD aussi. Donc en fait, et bah, tous les gens qui font produire leurs puces par TSMC, ils vont avoir la petite hausse de 20%. Bien sûr, vous avez l'habitude, cette hausse va se répercuter sur le prix que nous, consommateurs, payons, hein. Ils vont pas l'absorber, personne va l'absorber, hein, c'est nous qui allons l'absorber. Donc, potentiellement, hausse de jusqu'à 20% sur toutes ces puces, certaines qui ne sont pas encore sorties, certaines qui ne sont pas encore annoncées, mais on sait déjà qu'elles seront plus chères que ce qu'on attendait. Et au vu des prix actuels, notamment sur les cartes graphiques, ça fait quand même très peur. Au vu aussi
de cette tendance à la plupart des acteurs de se tourner vers TSMC pour fabriquer leurs puces, ça fait peur aussi. Parce que là, déjà, il y a beaucoup de gens, beaucoup de matériel qui sont impactés. Mais imaginez un monde où TSMC fait les puces pour tout le monde, et bah toute l'électronique dernière génération se retrouverait impactée de plus 20% d'augmentation, ce qui fait quand même peur. Et on parlait du monopole avec Microsoft. Je sais pas si on peut vraiment se battre contre TSMC, c'est un peu le problème. Mais attention du monopole de TSMC, hein, ils vont avoir le pouvoir de vie ou de mort sur tout le monde. En tout cas, tous ceux qui ont besoin de ces puces dernière génération. Et ça peut faire un peu peur. Le seul qui partiellement se frotte les mains, c'est Intel sur ses processeurs à l'heure actuelle, qui n'utilise pas, ne les fait pas fabriquer par TSMC. Donc là-dessus, ils sont bien. Mais il y avait des histoires comme quoi, dans le futur, TSMC pourrait, en tout cas dans un premier temps, pour des finesses de gravure plus basses, produire les puces d'Intel. Dans la partie processeur, dans la partie carte graphique apparemment, c'est déjà TSMC qui fait les puces d'Intel. Donc attention, et bien sûr ça va se répercuter hein, sur les prix de vente, comme si on avait besoin de ça. Vous allez voir qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Mais avant de parler de carte graphique et vraiment pas beaucoup de nouvelles sympas sur les cartes graphiques aujourd'hui, donc de pleurer, on va parler un peu de processeur. On commence par la partie qui fait pleurer chez AMD. Ce fameux processeur qui a été présenté lors du CES de cette année, le Ryzen 7 5800X 3D. Pourquoi 3D? Parce qu'il a une mémoire cache supplémentaire qui est montée en 3D sur la mémoire cache déjà existante. Technologie qui veut être mise en place sur, je crois, la plupart de ces processeurs sur la prochaine génération côté AMD. Et alors, ça sentait un peu la douille. Je vais pas vous mentir, quand ce processeur a été révélé lors du CES, déjà ils n'ont pas passé beaucoup de temps, ce qui est un peu étonnant. Et ça sentait un peu en mode, bon, on est conscient qu'on n'est pas capable vraiment de répondre face à la 12e génération d'Intel à l'heure actuelle, donc on vous met ça histoire de patienter, qu'on sorte notre nouvelle génération de processeurs qui pourrait rivaliser avec Intel. Du coup, pas grand monde de convaincus, bien sûr, classique. Et en plus de ça, on apprend que la production, ça serait compliqué. Et que, du coup, déjà que ça devait être un peu un ovni en mode ça débarque après la génération. Il n'y a pas de gros changements structurels. C'est vraiment juste la mémoire cache qui est. On ajoute un peu de mémoire cache et on l'agence différemment. Donc on s'attendait déjà à ce que ça soit pas un best-seller, déjà. Et en plus, visiblement, là, on nous dit que ce serait encore plus compliqué que ce qu'on attendait. Déjà qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait beaucoup de produits et beaucoup de vendus. Donc ça fait encore plus, tenez une croquette, le temps de patienter, le morceau de pain, le temps de patienter le repas. euh, et pas méga convaincu là-dessus. Donc vraiment, c'était plus de la com et on attendra de voir réellement la prochaine génération de processeurs AMD pour voir si ce 3D V-Cache nous fait vraiment gagner en performance, s'il ajoute vraiment quelque chose ou si c'est un peu de bullshit marketing. Donc petite nouvelle un peu décevante hein, côté AMD, mais on n'attendait pas grand chose de ce processeur, donc ça va. Côté Intel, comme si on avait encore besoin de vous dire que cette 12e génération est incroyable. Des gens se sont amusés, j'ai vu ça tomber depuis quelques jours là, des gens se sont amusés à overclocker des processeurs qui ne sont pas à la base faits pour être overclockés. Dans la gamme Intel, on a des processeurs avec un K à la fin de leur référence qui indique que ce sont les processeurs qui ont les coefficients débloqués pour justement faire de l'overclocking. Mais il y a d'autres moyens de faire de l'overclocking, des moyens qui ne sont pas... ne faites pas ça chez vous. Vous pouvez jouer avec les coefficients si vous avez un processeur K
vous savez déjà à peu près ce que vous faites et que vous décochez pas trop de sécurité. Mais ça, clairement, ne le faites pas si vous ne maîtrisez pas le truc. Parce que là, ils vont carrément changer la fréquence du bus de données sur la carte mère. Donc voilà, il y a un vrai bidouillage, il y a un vrai savoir-faire. Vraiment, ne faites pas ça. Mais sachez que c'est possible. On peut overclocker des processeurs qui ne sont pas spécialement faits pour. C'est possible. Et visiblement, eh bah, ils cartonnent ces processeurs. Parce qu'ils les font monter à plus de 5 GHz. Sur, ici, on a un i3, le 12100. Est-ce qu'on a le prix de ce processeur? Ça aurait été intéressant. Voilà. Petit processeur à moins de 120 euros. Donc clairement, là, on est à des tarifs imbattables, hein, clairement. Petit processeur, hein, tout mignon, tout ça. Et ils le font monter tranquillement, 5400 MHz. Donc, donc voilà, tout ça en plus, sans... on le montre souvent, j'appelle ça de la triche, c'est pas de la triche du tout, mais les gens qui s'amusent avec de l'azote liquide pour refroidir les processeurs, du coup on peut les faire grimper à des fréquences vraiment très élevées, sans avoir les problèmes de chauffe, parce que vous utilisez de l'azote liquide, donc c'est un peu de la triche. Là, pas de ça, hein. Là on est juste du water cooling classique, on n'est pas sur... on n'est pas sur un montage de laboratoire, on est sur une config classique, juste on va le booster, et voilà quoi, 5400 sur 4 cœurs, c'est quand même solide, et ça fonctionne très bien, ce qui montre quand même que c'est du très bon matériel, si on est capable de faire ça avec des processeurs qui ne sont pas à la base prévus pour faire ça. Vous imaginez ce que vous pouvez en faire, ce que vous pouvez faire avec l'équivalent en K, donc ceux qui sont prévus pour l'overclocking, et ça montre encore une fois que c'est quand même du très bon matos. Cette 12e génération chez Intel, elle nous régale, vraiment. Elle apporte quasiment tout ce qu'on attendait, des performances en plus, l'ajout de nouvelles technologies, DDR5, PCI Express 5.0, tout ça, sans avoir une envolée des prix comme ça a été le cas sur les cartes graphiques. Donc vraiment, s'il vous fallait encore un argument pour vous convaincre, bah voilà, hein. Encore et toujours. Si vous en faut un autre, j'en ai un autre. Petit duel entre un i5 12400, donc on est sur un i5 milieu de gamme. Il y a plusieurs i5, il y a des i5 plus ou moins chers, face au Ryzen 5 5600X, qui est lui le Ryzen 5 le plus haut de gamme. Donc si on devait comparer, normalement on comparerait le i5 12600K, qui est le plus haut de gamme, au Ryzen 5 5600X, qui est aussi le plus haut de gamme. Mais là, visiblement, on peut se permettre de comparer le i5 moyen de gamme au Ryzen 5, et effectivement, on s'en sort très très bien, surtout pour du jeu vidéo. C'est incroyable, mais regardez ça. Vous avez ici le i5 12400, en dessous du i5 12600K, qui est du coup le plus cher des i5. Mais surtout, voilà, Ryzen 5 il est bien en dessous, et on a 10% de performance en moins. Alors là, c'est juste sur Far Cry 6, donc c'est un jeu parmi d'autres. Mais en général, sur le jeu vidéo, Intel s'en sort mieux. Vraiment. Sachant en plus, et ça c'est le point qui est à noter, c'est que du coup, le processeur Intel qu'on compare est bien moins cher que le processeur AMD, alors qu'il est plus récent et plus performant, pas pour tout, mais en tout cas pour le jeu vidéo. Effectivement, pour les applications qui vont aller chercher tous les cœurs et tirer le maximum de potentiel de votre processeur, peut-être que là, AMD s'en sortira un peu mieux, mais on n'est pas sur une révolution, alors qu'il est plus cher. Donc très intéressant, encore une fois, un autre argument pour vous dire que la génération 12 chez Intel, c'est oui. C'est oui, je valide, j'accepte. Yes, on pleure des larmes de sang, on va actualiser quand même. Petit point stock et prix sur nos cartes graphiques. Moi qui adore manger des cartes graphiques, bah je peux plus parce que c'est trop cher, j'ai pas les moyens.
pas les moyens. Et on voit ici, première carte graphique gaming, une 6600 de chez AMD, quasiment 600 euros. Quasiment 600 euros. Et c'est la moins chère des cartes graphiques gaming en stock, là, tout de suite maintenant sur Top Achat. Donc ça fait mal. Après, on en a des plus chers. On a 6600 XT à partir de 660. Voilà. 6700 XT à partir de 960. On est déjà quasiment à 1000 euros. Hein, on a toujours plus cher. 6900 XT à partir... Ah ouais, là, on a fait un sacré bon quand même. À partir de 1750. Vous avez vu que là, on arrive à 1750. Il y a eu 0 carte Nvidia. 0. Pas un seul modèle de disponible. On arrive à 1750. Après, on a d'autres 6900 XT et on voit arriver les premières cartes Nvidia qui sont les 3080 Ti qui, eux, sont en stock parce que très cher. On est ici à 2100 euros le premier prix. Voilà. Est-ce qu'on a... Point intéressant, on n'a pas de 3080 nouvelle génération avec plus de mémoire vive. Elles ne sont pas dispo en tout cas. Et après, on a des 3090, hein, mais bon, première 3090, on est à 2770 euros. Et on monte jusqu'à quasiment 3000 pour la carte Zotac. Donc, comme d'habitude, alors non, en plus, pas comme d'habitude, parce que ça a commencé à être un peu mieux, au moins en termes de références disponibles. En termes de prix, c'est toujours la full crise. Mais en termes de références disponibles, c'était un peu mieux. Et là, on repasse dans du moins bien, notamment et surtout chez Nvidia où il y a tellement peu de références disponibles. Si on enlève les 3080 Ti et 3090 qui sont des cartes à plus de 2000 euros, il n'y a rien. Zéro. Zéro. Pas une seule référence. Donc voilà, comme d'hab, on pleure des larmes de sang et si vous devez acheter une carte graphique comme par exemple c'est mon cas, et bah je sais pas si vous avez une solution, mais en tout cas moi pas. Moi pas, à part faire un emprunt pour acheter une carte graphique, j'avoue que waouh, je sais pas. Donc très très dur hein, comme d'hab. J'aimerais vraiment vous dire que c'est bon, on est arrivé au moment où les prix redescendent, vous pouvez acheter des cartes graphiques, mais non. Toujours pas. On va parler maintenant des petites news, des petites rumeurs. On commence avec une rumeur chez AMD, une rumeur qui s'intensifie ces derniers jours. Un possible refresh des RX 6000 de chez AMD avec pas beaucoup de différence. Hein. Vraiment, on nous annonce un refresh où on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir. On parle déjà de la finesse de gravure. Il pourrait bénéficier du 6 nanomètres, du coup être un peu moins énergivore. Ça, pourquoi pas, ça peut pas être mauvais. D'autres parlent aussi d'avoir une meilleure une mémoire dédiée plus performante. Ça aussi, ça peut être un point. Mais sinon, pas de grosses différences au niveau de l'architecture, tout ça. Hein. Ce serait vraiment un petit peaufinement, notamment. Ça, on peut bien le comprendre, profiter du 6 nanomètres. Si ça peut se faire sans trop de problèmes, peut y avoir un intérêt. En plus, on a vu AMD, ils ont des cartes disponibles. Est-ce que c'est parce que personne les achète ou est-ce qu'ils en produisent plus que Nvidia? Je ne sais pas. Je n'ai pas ces stats, mais en tout cas, ils ont plus de références disponibles que Nvidia. On va ensuite parler de la 6500 XT, sortie cette semaine. Ah, j'ai le retour du bruit parasite. Mince. J'espère que vous ne l'avez pas. Tant que vous ne l'avez pas, ça va. Du coup, 6500 XT, je ne vais pas vous faire tout le test parce que c'est vraiment pas pertinent. Une carte, on va pas aller par quatre chemins, une carte très décevante, honnêtement, pour plein d'aspects, malheureusement. Premier point décevant, pas de disponibilité. Deuxième point décevant, le prix. Voilà, on commence avec les trucs les plus classiques. En même temps, ça a été le cas de quasiment toutes les cartes graphiques sorties ces derniers temps. Mais le dernier point décevant, bah, c'est ses performances. Voilà, on est sur une carte moyenne, voire pas terrible pour une carte dernière génération, on va pas se mentir. C'est une carte qui ne fera pas plus que du Full HD, ça c'est sûr, vraiment.
ne fera pas toujours bien du Full HD. Il faudra vraiment je crois que la conclusion c'est une carte qui est faite pour le low moyen graphisme en Full HD. Donc vous imaginez que c'est pas très vendeur. En plus, on n'a que 4 Go de mémoire dédiée, ce qui est pas énorme, hein, on va pas se mentir. On peut comparer par exemple à la 3050 qui est annoncée avec 8 Go de mémoire dédiée, hein, ce qui est le double quand même. Donc hein, ça compte aussi. Donc voilà une carte triste, hein. On va pas se mentir, une carte triste, une carte qui était censée venir sauver les gamers pas trop riches. Et, et bah non, en fait, moi honnêtement, je recommanderais à personne cette carte, hein. J'ai vu ce que ça donnait. Vous avez une chance sur deux de ne pas atteindre les 60 images par seconde en Full HD, même en n'ayant pas les graphismes au max. Donc pour une carte dernière génération, ça fait mal. D'autant plus que là on parle des performances qui sont pas terribles. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas. Alors, il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a cette histoire, peut-être que vous n'étiez pas là, mais j'en avais parlé. Histoire que cette carte, du coup, utilise seulement 4 lignes de PCI Express. Vous voyez, quand vous branchez une carte graphique sur une carte mère dans un PC de bureau, on utilise des connectiques 16 lignes. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 16, imaginez des câbles, 16 câbles qui permettent de transmettre l'information. Celle-ci, on n'utilise que 4. Alors on peut se dire on n'utilise que 4 parce qu'on a besoin que 4. Pourquoi en utiliser plus? Si 4 ça suffit. C'est vrai, c'est un vrai argument. Sauf qu'elle en utilise 4 sur du PCI Express 4.0, qui n'est pas le tout dernière génération, parce qu'on est passé au 5.0, mais pas pour grand monde. En tout cas pas pour les cartes graphiques. Et du coup, si vous n'avez pas cette compatibilité PCI Express 4.0, ça marchera tout de même, attention. Il y a la rétrocompatibilité, heureusement. Vous pouvez le faire avec du PCI Express 3.0. Par contre, vous serez bridé. Vous serez bridé parce que là, du coup, les 4 lignes en PCI Express 3.0 qui sont du coup des normes antérieures et moins performantes, et bah vous brideront les capacités. Je crois que vous perdez entre 10 et 20%, une histoire comme ça, de performance. En PCI Express 2.0, je vous explique même pas. Bon, après, qui a encore du PCI Express 2.0? Mais par contre, le 3.0 reste quand même pas mal répandu. Et c'est là qu'on se dit peut-être qu'ils auraient dû mettre 8 lignes et quitte à ne pas saturer ces 8 lignes et ne pas être bridé au cas où si la personne n'a que du PCI Express 3.0. Donc ça la fout mal. En vrai, moi de mon côté, je trouve que ça la fout mal. Clairement. Et le dernier, bah, c'est les prix et les disponibilités. C'est pas possible. Alors, prix d'annonce côté États-Unis, 199 $. On rappelle, aux États-Unis, les annonces sont faites hors taxe, donc 199 $ hors taxe. Chez nous, les prix ne sont pas donnés hors taxe. On nous dit 209 €. 209 €, c'est correct, hein. De 199 $ à 209 €. Pour une fois, on n'est pas douillé, alors que d'habitude, on est douillé. Sachant que normalement, l'euro est plus fort que le dollar, on devrait avoir moins. 209 €, c'est cool. En général, on nous cale plus des 199, ce sera 250 en Europe. En général, c'est plus ça. Mais le truc, c'est que bah, à ce prix-là, il y en a une Asus, qui est effectivement du coup 210. Bien sûr, pas disponible, rupture de stock. Et on en a une seule, moi j'ai jamais vu disponible, et je crois que personne l'a jamais vu disponible. Comme souvent, ils mettent des cartes qui sont au prix plancher, mais jamais en stock. Et après, bah, on passe direct à 290 et jusqu'à quasiment 400 €. Encore une fois sur des cartes non disponibles. Mais croyez-moi, s'il y a une référence qui doit être disponible, ce ne sera pas celle-là. Ou alors le prix ne sera plus celui-là. Donc absolument aucun respect des prix recommandés, bien sûr, on le voit ici. Et en plus de ça, au-delà du non-respect des prix recommandés, bah, une non-disponibilité totale. Je suis pas allé voir directement à la sortie, j'avoue, mais je suis allé dans les heures qu'on suivit.
Et moi, j'en ai pas vu de disponible. J'en ai pas vu en stock. J'ai vu certains modèles, je crois qu'il y en avait un ou deux qui étaient disponibles sous 7 jours, qui visiblement ne le sont plus. Je suis allé voir sur Top Achat aussi. Je garde toujours le même référentiel, c'est mieux. Et là, aujourd'hui, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a que de la rupture de stock, même pas de la disponibilité sous 7 jours. Et quoi dire de plus sur cette carte? En termes de performance, ça fait pas envie. En termes de disponibilité, elle est pas là. En termes de prix, c'est pas bas, c'est plutôt élevé. Donc non, n'achetez pas, hein. Vraiment, à part si on vous met un flingue sur la tempe, sinon n'achetez pas, hein. C'est pas une bonne idée, hein. Après, si vous n'avez pas le choix, il vous faut bien une carte graphique, mais non, je pense que vous pouvez trouver autre chose ou mieux d'occasion. Mais non, franchement, c'est un mauvais investissement. Et c'est une mauvaise carte graphique, c'est ça aussi qui est incroyable. Allez, on finit avec Nvidia. Nvidia, il y a zéro vraie information, beaucoup de rumeurs. S'il y a ça comme information qui est fiable, parce qu'elle est donnée par Nvidia, mais ça reste des informations floues. Donc voilà, juste Nvidia qui nous dit que non, d'ici juillet, ça devrait être mieux. Bizarrement, ça coïncide aussi avec la nouvelle génération, les RTX 4000. Donc on ne sait pas trop ce qu'on doit en conclure. Est-ce que c'est un troll ou est-ce que c'est une vraie info? Mais voilà, ils sont en mode c'est génial ce qu'on fait. Il y a toujours plus de gens qui veulent acheter nos puces. Les gamers, il y en a de plus en plus. Ça nous régale. Mais à la fin de leur communiqué, c'est mais pour l'instant, on va s'attaquer plus à la crypto-monnaie et tout. Ok, merci. Mais moi, j'aimerais acheter une carte graphique gaming pour jouer aux jeux vidéo et il n'y en a pas. Ou alors, elles valent le prix d'un appart. Euh, donc voilà, moi c'est un peu lésé hein, sur ce genre de communiqué de Nvidia. On sait que la crypto-monnaie, ça brasse de l'argent, mais les gamers aussi, et on aimerait bien qu'on pense à nous un peu plus. Pas que l'argent qui compte. On parle rapidement de la 3050 avec les premiers prix voilà, qui fuitent sur Internet. Sorti le 27 janvier, donc dans une semaine. Dans une semaine, on aura la sortie. Est-ce qu'il y en aura disponible? J'ai peur de connaître la réponse. Annoncé à 249 $, donc 50 $ au-dessus de la 6500 XT. Et on a des prix pour l'instant vers les 380 €. Au moins, ça paraît être des prix cohérents. Pas des prix intéressants, mais des prix cohérents. La vraie question, c'est est-ce qu'il y en aura en stock? Donc, on verra. Est-ce qu'elles seront entre 350 et 400 €? Probablement. Ça, probablement. Le stock, aucune info. Mais les prix, ce sera sûr, ce sera plus que 249 $ plus les taxes. Sûr. Donc, semaine prochaine, on saura. On saura. On parle d'une 3060 Ti nouvelle version. Comme s'il y avait besoin de nouvelles versions. Mais peut-être que ça peut quand même nous intéresser. Parce qu'on nous annonce une 3060 Ti nouvelle version avec pas de changement en termes de performance. Changement matériel à l'intérieur. Peut-être un moyen de produire plus que ce qui est fait actuellement. En utilisant d'autres matériels qu'ils ont peut-être plus en stock ou qui produisent plus en masse que ce qui était utilisé jusqu'à l'heure actuelle. En tout cas, parce que là, du coup, ils se basent sur des puces qui, jusqu'à maintenant, servaient pour faire les 3080 Ti mobiles. Pourquoi pas? Encore d'autres modèles, encore et toujours d'autres modèles hein, chez Nvidia. Déjà la 3090 Ti hein, qu'on attend quand même avec pas mal d'impatience parce que ça reste le gros monstre et la masterpiece de Nvidia en termes de carte graphique gaming. On est vraiment sur un monstre de puissance. Mais aussi une 3070 Ti avec plus de mémoire. Voilà, on attend aussi ça. Et on a des petits leaks de gigabytes. Voilà.
avec des 3090 Ti et 3070 Ti. Est-ce qu'elle ressemble à toutes les autres? Absolument. Déjà une mauvaise nouvelle, elle n'est même pas sortie. Mais déjà une mauvaise nouvelle pour la 3090 Ti Custom, parce que Nvidia aurait mis en pause la production. On ne sait pas pourquoi. On a absolument zéro information. On ne sait pas si c'est pour faire de la place à autre chose, si c'est parce qu'ils n'ont pas les composants pour. On n'en sait rien. Mais en tout cas, pas encore sorti et déjà un arrêt de la production des 3090 Ti Custom. C'est voilà, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui souhaitaient l'acquérir. Et on ne sait toujours pas aussi l'autre grosse question sur la 3090 Ti. Est-ce qu'il y aura une version Founders Edition à un prix correct du coup? On ne sait pas. Sinon en termes de prix, non, on ne nous le donne pas, mais ce sera cher. Ce sera cher. On a aussi des petites infos sur sur la consommation. Vous imaginez, déjà la 3090, elle consomme, mais alors la 3090 Ti, vous n'êtes pas prêt. Parce qu'on annonce, voilà, TDP à 480 watts. Et on conseille fortement d'avoir au moins 1000 watts d'alimentation. C'était déjà le cas hein, en vrai. Si vous vouliez être serein et avoir un peu plus, on conseille déjà d'avoir 1000 watts d'alimentation pour les 3080 et 3080, 3080 Ti et 3090. Donc que la 3090 Ti le demande aussi, ça n'a rien d'étonnant, mais sachez que c'est des cartes qui consomment quand même énormément les RTX 3000 et même les cartes AMD dernière génération qui sont haute performance sont quand même des vrais gouffres à énergie. Ah oui, voilà, je me souvenais qu'il y avait des prix à un endroit. Voilà. Est-ce que ça étonne quelqu'un d'avoir une 3090 Ti au-delà des 3000 euros? Sur des modèles custom, bah pas vraiment. On a vu juste avant les prix. On a des 3090 qui atteignent quasiment les 3000, donc que la version upgradée de ce GPU soit au-delà des 3000. Encore une fois, c'est clairement pas attractif, mais c'est cohérent avec ce qui se passe actuellement. Donc la question c'est est-ce qu'il y aura une Founders Edition qui sera du coup à un prix normalement correct? Grosse question. Et on finit avec du joli pour nos yeux. Ça reste des cartes graphiques, mais une 3080 Ti Matrix Edition. Voilà. Bon, là, c'est un peu flou, mais j'aime bien, moi. Je trouve ça... là, bien sûr, il faut la config qui va avec et tout, machin. Là, ça se met dans un boîtier avec une vitre et le petit RGB plutôt vert, du coup, j'imagine. Mais je trouve ça bien sympa. Voilà, on est sur un truc quasiment fait main. Hein. On est sur de la customisation de Founders Edition. Ça régale. C'est bien sûr pas pour nous. Comme d'hab, hein, dès qu'on voit un truc joli, regardez cette petite config tout de vert. Mais comme d'hab, c'est pas pour nous, hein, c'est pour l'Asie. C'est destiné à un concours sur Weibo en Chine. Du coup, Weibo qui est... je vais pas dire de bêtises, mais c'est quoi? C'est un réseau social, je crois. Je crois que c'est un réseau social, mais pour la Chine. Matrix Edition, tout à fait. Donc moi j'aime beaucoup. Je trouve ça plutôt sympa. C'est pas ultra sobre bien sûr, mais bon, c'est des éditions limitées. Moi j'aime bien. Ça me plaît bien. Matrix Edition. Mais pas pour nous, parce que je ne suis pas chinois. Je sais pas si on peut avoir accès à Weibo si on n'est pas en Chine. Sans passer par un VPN. Je ne sais pas. En tout cas, c'est là-dessus qu'on finit notre point actu hardware de cette semaine. Pas mal de trucs intéressants, l'actu GPU qui n'était pas la plus intéressante, même si on a fait la sortie de la 6500 XT qu'on recommande pas du coup. La vraie grosse info de cette semaine, c'était Microsoft. Hein. Je pense qu'on va en reparler
On va en reparler jusqu'à la fin de l'acquisition hein, de, de Blizzard, de Activision Blizzard King par, par Microsoft. Mais ça risque de faire beaucoup parler, beaucoup changer et beaucoup de gens ne savent pas trop où se mettre, que ça soit la concurrence du genre Sony, où ils sont un peu en PLS, mais aussi d'autres acteurs du jeu vidéo, hein, d'autres studios par exemple, qui sont en mode qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant? Soit on se bat contre des géants qui sont 10 ou 100 fois plus gros que nous, euh, soit on meurt dans notre coin. Je pense que beaucoup de gens se posent des questions et il y a beaucoup de questions à se poser qui n'ont pas de réponse pour l'instant. Mais c'est aussi ça qui est intéressant et c'est aussi pour ça qu'on en parle. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à, comme d'habitude, faire des retours constructifs si possible, sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être changé. Voilà. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera du coup le 27, jour de la sortie des 30-50. Donc on en parlera probablement. Je sais pas s'il y aura les. Normalement, il y aura les tests. Donc voilà, on se fera les petites news la semaine prochaine, notamment la 30-50.